Erica, it's 1 o'clock, so I think we should start and then go from there. Okay. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis Erica Koustra, la présidente du réseau de formateurs en pédagogie de l'enseignement supérieur, EDC, et je suis vraiment contente de vous rencontrer ici sur le Virtual Webcast. Bonjour et à Denise. Bonjour, je suis Denise Stockley, la présidente de SAPES, and welcome to our first Francophone session. And I wanted to, for those who are Anglais, please feel free to follow along. And I want to welcome Geneviève, Mary-Lou et Aline. Merci Denise. Alors moi c'est Geneviève Maheu-Pelletier. Je suis à l'Université York, en ce moment dans le rôle de directrice intérimaire du Centre de pédagogie universitaire qui s'appelle les Teaching Commons. Et je vais laisser mes deux collègues se présenter brièvement avant qu'on donne la parole à Madame Aline Germain-Rutherford qui va entamer la séance d'aujourd'hui. Donc Marie-Lou, peut-être que tu peux te présenter brièvement et puis ensuite on donnera la parole à Aline. Oui, donc Marie-Lou Bellil, professeure à la Faculté d'éducation à l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi directrice scientifique de l'incubateur d'innovation pédagogique, qui est un espace de création et qui est un grassroots initiative aussi, là, qui est donc une initiative de terrain qui est associée au service de soutien à la formation chez nous, qui est l'équivalent du Centre de pédagogie universitaire. Donc, je n'ai pas un rôle de direction du centre comme tel, mais j'ai la direction de l'incubateur qui est associé aux activités du centre. Et bonjour, donc je suis Aline Germain-Rutherford, je suis la vice-provost aux affaires académiques à l'Université d'Ottawa et dans mon portfolio se trouve le service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage, donc pour encadrer les enseignants dans leur pédagogie, les encadrer, les former, puis aussi toutes les technologies éducatives qu'on peut avoir. Et puis, j'ai aussi évidemment dans mon portfolio les programmes eux-mêmes et la question de l'assurance qualité des programmes. Et puis, dernièrement, on m'a aussi rajouté dans mon portfolio tout un aspect donc, de la vie étudiante, et ce qui veut dire du soutien scolaire au niveau des étudiants. Donc, c'est une belle complémentarité autour donc, de la mission d'une université, de former donc, des étudiants avec des programmes de qualité et des professeurs exceptionnels. Alors, on m'a... Merci, oui, je dis. En fait, merci. J'ai oublié, en fait, avant de te laisser continuer, qu'on devrait... On a un petit sondage que vous pouvez trouver dans la zone de clavardage et on aimerait que les participants répondent aux quelques questions qui sont présentées là-dessus pour savoir un peu qui s'est joint à nous aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si on a suffisamment de réponses jusqu'à maintenant pour aller faire un petit tour ou pas. Peut-être que... Enfin, je vais demander à Caroline. If you could tell us, Carolyn, if we have enough data to share or whether we can return to the survey maybe a bit later. What's best at this point? I'm pulling it up, so I'll have it in about a minute. Just check. Okay. Donc, peut-être qu'on peut, en fait, entamer la partie avec... Oui. Geneviève est gelée, mais je suppose que je vais continuer. Vous pouvez toujours m'entendre? Oui, ok. Donc, je vais commencer cette discussion puisqu'il s'agit évidemment d'une discussion, ce qui veut dire que je n'ai pas du tout de PowerPoint. Ce sont plutôt des points que je vais amener quelquefois et souvent même des questions. Donc, le thème hein, de cette rencontre et de cette discussion, c'est de quoi aura l'air notre semestre d'été. Alors ici, à l'Université d'Ottawa, comme la majorité des universités, je suppose, au Canada, notre semestre d'été
sera un semestre où donc tous les cours seront offerts à distance et ou en ligne, c'est-à-dire évidemment la distinction à distance, ça voudra dire qu'il y aura quand même donc des classes synchrones mais à distance grâce à la vidéoconférence, et puis aussi des classes qui seront entièrement en ligne ou alors hybrides, avec donc de la présence virtuelle, synchrone, et puis des activités asynchrones en ligne. C'est quelque chose qui a été rapide à faire, mais difficile aussi à faire en réaction donc, au contexte Covid-19. On essaye par rapport à la fin du semestre d'hiver de moins réagir et plutôt d'anticiper et de proposer quand même des offres de cours à distance et en ligne de qualité. Ce qui veut dire qu'il y a eu et il y a toujours un énorme travail au niveau de la formation et de la formation rapide de nos enseignants, grâce donc au service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage de l'Université d'Ottawa, où des séries de webinaires depuis plusieurs semaines ont lieu et on peut compter chaque semaine à peu près 300 enseignants, enseignants à temps régulier puis enseignants à temps partiel qui participent à ces webinaires de formation. Donc, ce sont des chiffres énormes, toutes les semaines, plus de 300 enseignants qui viennent. Ce qui est magnifique, c'est de voir le nombre d'enseignants à temps partiel qui participent à ces webinaires. En fin de compte, c'est une majorité. Et puis évidemment, tout un site web que l'on appelle la continuité de l'enseignement, avec des ressources. Donc, c'est un site qui évolue constamment avec différents types de ressources. Donc, l'aspect formation a été la première des choses sur laquelle il fallait nous attaquer, et pour nous aider aussi à mieux comprendre les besoins des facultés, sur une très belle idée d'un de nos doyens. Nous avons donc identifié pour chacune de nos 10 facultés, parce que nous avons 10 facultés, 3 à 4 professeurs qui avaient été identifiés par leurs doyens, identifiés comme étant non pas de bons technologues dans le fait qu'ils utilisent beaucoup la technologie, pas du tout. Le critère était vraiment de choisir, d'identifier des professeurs qui avaient vraiment démontré de belles qualités dans l'enseignement, une excellence dans l'enseignement, qu'ils aient ou non utilisé la technologie. Et donc maintenant, nous avons un groupe d'à peu près 37 professeurs, et ce groupe s'organise avec notre service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage pour à la fois partager leurs pratiques, mais aussi pour mieux permettre au service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage de comprendre les cultures particulières de chacune des facultés, pour que le développement et l'encadrement que peut donner le service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage correspondent aussi à ces cultures facultaires. Notre faculté de droit est très différente de notre faculté de sciences, très différente de notre faculté de génie ou de médecine, etc. Donc, ce groupe de 37 professeurs devient un groupe très, très important pour non seulement permettre au SAEA donc de mieux encadrer les professeurs, mais aussi ce groupe permet aussi aux autres professeurs donc de leur faculté d'avoir une ressource supplémentaire avec ce groupe. Donc, c'est une approche intéressante, encore une fois lancée sur une idée d'un doyen, mais qui semble très prometteuse pour permettre un développement plus rapide, mais aussi toujours autour de la qualité. Un autre point aussi qui est important, étant donné que nos étudiants ont pour cet été de la difficulté à trouver des placements. On a un énorme programme coop, mais évidemment, c'est difficile avec les employeurs de trouver des placements pour cet été. Ou alors donc des étudiants qui avaient un travail d'été, mais qui ne peuvent plus travailler cet été, ou des étudiants internationaux qui n'ont pas pu rentrer chez eux, donc qui sont toujours à l'université, etc. Donc, ce qui a fait que nous avons décidé de bonifier notre offre de cours
cours d'été. Et donc, nous avons une offre de cours d'été qui est beaucoup plus importante que ce qu'elle est d'ordinaire. Et on a fait très attention à ce que ces cours d'été puissent permettre à ces étudiants donc, de continuer leur séquence de programme ensuite avec l'automne. Encore une fois, nos étudiants qui étaient en programme coop, par exemple, qui normalement n'auraient pas été sur le campus pour prendre des cours, et bien maintenant, ils seront là pour prendre des cours. Donc, comment s'assurer que leur séquence de cours soit aussi respectée? Donc, ça a été aussi une des stratégies à l'université, donc de proposer beaucoup plus de cours d'été pour satisfaire, en fin de compte, ces étudiants qui, cet été, se disent « Ok, qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, ils peuvent continuer leurs études. Et puis, un autre point qui est important, c'est que peut-on faire? Et là, c'est vraiment des questions que je lance parce qu'on n'a pas encore vraiment les réponses. Mais pour nos cours de sciences, par exemple, l'enseignement à distance, l'enseignement en ligne est bien encadré, mais qu'est-ce à dire au niveau donc des laboratoires et des laboratoires virtuels? On a eu pendant 3 ans l'expérimentation de laboratoires en réalité virtuelle pour nos cours de chimie. Une belle expérimentation qui a bien marché. Donc, pour la chimie, c'est bien. Mais il y a beaucoup d'autres disciplines scientifiques. Et donc là, on a lancé un groupe pour rechercher les laboratoires virtuels existants dans différentes disciplines. Et pour ça, on travaille en collaboration avec d'autres universités pour trouver ces ressources. Mon avant-dernier point, c'est aussi tout ce qui concerne nos examens. Alors évidemment, le SAEA travaille avec les enseignants pour leur proposer d'autres façons d'évaluer les apprentissages des étudiants. Il n'y a pas que des examens, il y a tellement d'autres façons d'évaluer nos étudiants, mais pour certains programmes, et souvent ce sont des programmes avec accréditation, il y a un besoin de cet examen. Et donc la grosse problématique, c'est comment quand même donner l'occasion à nos étudiants donc d'accéder à ces examens, et évidemment toute la question de la surveillance d'examens en ligne. Et alors évidemment, surtout en Ontario, eCampus Ontario, avec le gouvernement de la province, a eu un accord pour proposer l'utilisation d'un outil pour la surveillance d'examens en ligne, mais ça va tellement plus loin, et ce sont vraiment les questions que nous, à l'Université d'Ottawa, on continue de travailler avec les étudiants, avec les enseignants, les facultés, mais aussi avec notre bureau juridique. C'est toute la question non seulement de la sécurité informatique, mais aussi la question sur la vie privée, les droits, la protection de la vie privée, puisque beaucoup de ces logiciels soit utilisent de l'intelligence artificielle, demandent à ce qu'il y ait des extensions qui soient téléchargées sur les ordinateurs des étudiants. Il y a évidemment une résistance par rapport à ça. Il y a donc toute cette question, demander évidemment le consentement des étudiants, et c'est ce que évidemment nous devons faire. En tout cas, à l'Université d'Ottawa, il est très important à ce que nos étudiants puissent donner leur consentement pour l'utilisation de tels logiciels, puis aussi de télécharger certaines choses sur leur propre ordinateur. Mais la question que se posent les enseignants maintenant, c'est alors j'ai des étudiants dans mon même cours, certains vont consentir, d'autres non, qu'est-ce que je fais, comment considérer donc ces examens. Donc ça, c'est un point important où on a encore beaucoup de questions, on n'a pas encore trouvé de solution qui soit vraiment confortable pour tout le monde. Et puis le dernier point que je veux soulever, c'est toute la question du soutien scolaire. Évidemment, on forme nos profs, on développe ces cours à distance en ligne avec des critères de qualité, mais il y a aussi tout le soutien autour de nos étudiants. Et là aussi, donc, je travaille, puisque maintenant cette partie-là fait aussi partie de mon portfolio, je travaille avec nos services de soutien scolaire pour offrir en ligne, à distance, en synchrone à distance ou asynchrone, en clavardage, enfin
différentes façons du soutien scolaire de qualité pour nos étudiants. Donc, par exemple, l'un de nos services a développé une structure pour avoir des groupes d'études où les étudiants donc, se réunissent en groupe d'études, mais de façon virtuelle. On a tout un système de mentorat dans chacune des facultés. Comment est-ce que ces mentors qui sont formés par nos services de soutien scolaire, comment est-ce que ces mentors continuent à être des mentors pour les étudiants, sur quel type de plateforme, quel type d'interaction, etc. Donc, on offre déjà ce genre de service, mais on continue à observer les bonnes pratiques, à se poser des questions sur les bonnes technologies à avoir. Et donc sur le soutien scolaire, mais aussi évidemment sur le mieux-être et sur la santé mentale. Donc là aussi, on a développé donc, tout ce service maintenant complètement en ligne. Donc on essaye d'avoir une réponse en ligne virtuelle autour de toutes les problématiques et de tout ce qui encadre donc l'apprentissage de nos étudiants qui sont vraiment au centre. Donc voilà, ce sont des initiatives, mais aussi ce sont de nombreuses questions que nous continuons à avoir à l'Université d'Ottawa et tout feedback, toute réponse, toute collaboration aussi est évidemment la bienvenue. Merci beaucoup, Aline. Donc, c'est maintenant mon tour. Et puis, moi, ce dont je vais vous parler surtout, c'est du soutien qu'on a mis en place et qu'on est en train de mettre en place pour l'été, mais aussi probablement pour l'automne. On ne sait pas encore, comme les participants l'ont indiqué dans notre petit sondage, on ne sait pas encore, nous non plus, qu'est-ce qui va se passer à l'automne, mais on se doute que... Est-ce que vous m'entendez toujours? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Oui, tout va bien, Geneviève, on t'entend. Alors, c'est Aline qui a figé peut-être. Merci. On se doute que les choses ne seront pas retournées à la normale complètement à l'automne. Et puis, on veut encourager les profs qui déjà veulent penser à l'automne, de pouvoir le faire de manière raisonnée, raisonnable aussi. Et puis, avec un soutien qui leur permette cette fois-ci, peut-être d'avoir une approche de conception pédagogique qui leur permette d'offrir vraiment une expérience d'apprentissage de qualité à leurs étudiants. Ce qui pour l'instant, on était comme un peu tout le monde en mode de survie et puis on a fait ce qu'on a pu pour finir les cours d'hiver sans nécessairement avoir la chance de faire ce travail-là. Puis c'est le cas aussi pour les cours qui vont commencer en mai. La conversion au mode virtuel et dépend beaucoup d'un individu à un autre. En tout cas, je vais commencer par vous montrer, je vais faire deux choses. Je vais vous parler d'abord du site web qu'on vient de terminer pour aider les profs à repenser leurs cours à distance ou en ligne. Et puis après, je vais vous parler des modes d'appui qu'on est en train de mettre sur pied pour le printemps et pour l'été, justement pour accompagner le processus ou la démarche de conversion en ligne que certains profs vont probablement vouloir entamer bientôt. Donc, un instant, je dois d'abord partager mon écran. Share screen, c'est ici. Pourquoi je n'arrive pas à le partager? Peut-être juste comme ça. Voilà. OK. J'y arrive tout doucement. Voilà. OK. Donc, normalement, vous devriez voir le site web qu'on vient de publier, qu'on a publié, je crois, ça fait une dizaine de jours et qu'on continue, en fait, de populer avec plus de contenu. Alors, il y a 3 parties principales au site web. La première, bon, il y a une petite intro et puis en dessous, il y a le type de soutien dont les profs peuvent se prévaloir. Donc, ils peuvent nous envoyer un courriel pour demander du soutien individuel. Le site web du Centre de pédagogie universitaire auquel j'appartiens. Une liste de tous les soutiens disponibles au niveau de l'enseignement, de l'apprentissage, mais aussi au niveau technique qui existe à York. York étant une grande institution et ayant du soutien facultaire dans la plupart des cas. Et puis finalement, nos Virtual Drop-in Hours qu'on maintient depuis le 17 mars, je crois.
avec un trafic régulier, pas nécessairement très achalandé, mais quand même qui répond à un certain besoin, surtout du point de vue des questions techniques. On a beaucoup écouté ce que les profs, quelles étaient les questions des profs dans les premiers jours, dans les premières semaines de la crise, et ça nous a amené à développer 9 contenus, si vous voulez, qu'on a organisés comme suit. Donc, de l'information concernant comment organiser un cours quand on doit l'enseigner à distance, de l'information sur la création et le partage du contenu de cours, comment engager et puis interagir avec nos étudiants, comment les encourager à interagir entre eux et avec le contenu de notre cours. Évidemment, un sujet qui a été très populaire étant donné la fin des cours d'hiver, celle de l'évaluation. L'intégrité académique, c'est un sujet qui commence à faire parler beaucoup. Where to get support, donc ça, c'est de l'information plutôt qui est vraiment liée à York pour tout ce qui est soutien. Les considérations d'accessibilité et puis aussi de conception universelle de l'apprentissage, de l'information pour les profs qui ont des assistants d'enseignement, par exemple, donc qui ont une équipe d'enseignement. Et puis finalement, la dernière catégorie, celle des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. Donc, chacune de ces catégories est organisée de la même façon. Je vais vous donner juste un exemple. Je vais prendre le premier en exemple ici. Donc, pour chaque sous-groupe, on a en général 2 ou 3. Je pointe à mon écran comme si vous pouviez voir ce que je pointais, mais en tout cas, peut-être que vous pouvez voir mon curseur ici. On a 2, parfois 3 recommandations et chacune des recommandations est organisée de la même façon. On propose des outils spécifiques en général, mais pas toujours au Teaching Commons, à LTS, qui est la branche technologique, si vous voulez, des Teaching Commons, mais qui ne fait pas partie de la même structure administrative. Des ressources, donc ça en général, c'est des ressources qu'on est allé chercher soit dans nos archives à nous, ou bien on est allé aussi à l'extérieur pour par exemple, montrer une vidéo sur Bloom's Taxonomy qui a été créée par un groupe d'universités ontariennes. Et puis les pratiques exemplaires. Donc, grosso modo, c'est toujours comme ça que ça marche. On a essayé de s'en tenir à 2 ou 3, quand on pouvait, outils, 2 ou 3 ressources. Vous voyez ici qu'il y en a un petit peu plus. Et 2 ou 3 pratiques exemplaires. On vient juste, comme je vous le disais tout à l'heure, de mettre ce site en ligne. Et donc, on n'a pas encore regardé les données analytiques pour voir de quelle façon ou dans quelle mesure il était utilisé. Mais on espère que c'est un site où les professeurs pourront venir pour trouver à peu près tout, pour trouver réponse à peu près toutes leurs questions concernant l'organisation de leurs cours à distance. Donc ça a été quand même un effort colossal qu'on a fait en collaboration avec Learning Technology Services à l'Université York. Et on espère que ce sera utilisé, enfin, par nos membres et aussi par la communauté. En anglais exclusivement, malheureusement, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. La deuxième partie dont je voulais vous parler, c'est l'appui davantage, non pas en individuel, mais l'appui qu'on va donner à travers des formations. Et puis, on a pensé donner cet appui-là à travers 3 stratégies principales. On s'est dit qu'il y avait des profs pour qui faire la conversion de leur cours en présentiel à un cours complètement développé en ligne serait probablement un défi, peut-être pas insurmontable, mais en tout cas vraiment difficile à entamer, simplement parce que il n'y a pas suffisamment de temps, pas suffisamment de connaissances pour le moment. Et puis, on sait tous que c'est pas juste le travail qui est un défi en ce moment, mais c'est aussi de gérer la vie à la maison et le travail à la fois. Donc, on s'est dit qu'on avait besoin d'appui, de donner de l'appui à l'enseignement. Et ce qu'on entend par là, c'est de dire aux profs qui veulent, entre guillemets, simplement
donner leurs cours qu'ils auraient normalement donnés en présentiel dans un format à distance, qu'ils puissent avoir un environnement, framework, c'est le mot que je cherche. Est-ce que quelqu'un peut me donner le mot en français? Oh, j'ai pas de mot. En tout cas, je vais utiliser le mot framework pour le moment. Un cadre? Un cadre? Un cadre, Ok. d'accord. Un cadre dans lequel préparer un cours magistral avec des activités d'enseignement et d'apprentissage. S'il se limite à ça, donc c'est presque la planification au jour le jour, qu'est-ce que je vais faire demain dans ma salle de classe virtuelle, comment je vais organiser mes activités, etc. On prévoit une série de séances qui va ressembler grosso modo au modèle qu'on utilise dans le Instructional Skills Workshop avec le BOPS Model pour voir comment ils peuvent essayer d'adapter leur stratégie d'enseignement et d'apprentissage normalement qu'ils font en face à face dans un environnement virtuel et avoir l'occasion de mettre ça en pratique devant leur pairs et recevoir du feedback. Le deuxième niveau, c'est un appui à la pédagogie où là, on veut mettre nos apprenants, donc nos profs apprenants, dans l'environnement Moodle, qui est notre environnement, notre système d'apprentissage, et à travers des activités, leur faire apprendre plusieurs parties de ce que ça veut dire enseigner en ligne et puis de les accompagner dans une approche pédagogique qui ait un petit peu plus de réflexion. Le troisième niveau, ça va être vraiment un appui à la conception pédagogique ou si là, quelqu'un veut vraiment convertir un cours qu'il donnait en présentiel en cours en ligne pour l'automne, disons, de pouvoir les accompagner dans un processus de conception pédagogique et de développement. Donc, on est en train de mettre des ressources en place pour avoir des gens, dont des étudiants qui ont des connaissances en web design et tout ça, pour les aider à développer leurs cours pendant l'été. En parallèle, on se rend compte que les profs ont besoin d'énormément d'appui technologique. Nous, on n'est pas, étant donné, comme je vous le disais tout à l'heure, que la partie Learning Technology Services et notre centre sont complètement séparés, c'est difficile pour nous de donner strictement l'appui technologique à l'interne, donc à l'intérieur de notre centre. On essaie de le faire, mais on voit que souvent, même au niveau le plus basique en pédagogie en ligne, les questions qui reviennent sont beaucoup plus détaillées, minutieuses et ont à voir avec par exemple, l'environnement Moodle, comment ça fonctionne et quelles sont ses fonctionnalités. Donc, il faut aussi donner, dans le fond, un quatrième niveau de soutien, et qui est un soutien technique. Et là, à ce moment-là, notre défi à nous, c'est de pouvoir coordonner les services que l'université offre aux profs. Une question que j'ai pour vous, enfin, peut-être pas une question, mais un dilemme qu'on se pose en ce moment, c'est qu'on aimerait aussi pouvoir, on a certains profs qui sont déjà bons et qui ont déjà l'expérience de l'enseignement en ligne. Ils vont offrir en collaboration avec le centre des webinaires pour montrer comment eux s'y prennent pour l'enseignement en ligne. Donc ça, c'est un aspect. Mais l'aspect où on hésite un petit peu, qu'on aimerait être capable de mettre en place, c'est d'avoir un système de mentorat pour et par les pairs. Et là, même si, je veux dire, l'idée a beaucoup de sens parce que, par exemple, le premier webinaire qui va être co-facilité par un enseignant qui a de l'expérience en ligne, on a au-delà de 200 personnes inscrites à ce webinaire. Donc, on voit que quand l'information et les conseils viennent des pairs, ça a un impact et puis ça a une importance d'autant plus significative pour les profs. Donc, on aimerait pouvoir mettre en place un système de mentorat par les pairs qui fonctionne bien, qui soit relativement utilisé, etc., mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, si jamais il y en avait parmi vous qui avaient de l'expérience à ce niveau-là, ce serait utile d'avoir un retour là-dessus. Donc, c'est un peu tout pour moi. J'aurais pu vous en dire plus, mais je pense que ça suffit pour le moment. Et puis, je vais donc arrêter de... Voilà. Donc, j'ai enlevé l'écran que je partageais et puis je vais passer le micro à Marie-Lou. Oui, bien, bonjour tout le monde.
Je vais à mon tour partager l'écran pour vous dire peut-être brièvement ce qu'on fait à l'Université de Sherbrooke là, pour soutenir les enseignants. Et peut-être juste pour mettre en contexte d'abord, le contenu. Moi, je ne suis pas donc à la direction de l'équivalent du centre de pédagogie chez nous. Je ne suis pas partie prenante, si on veut, des discussions au niveau institutionnel en ce qui concerne. Donc, on attend. Donc, moi, je fais partie des professeurs qui attendent les directives. Puis ensuite, on fait des choses, on n'a pas attendu après certaines directives pour se mettre de l'avant, mais disons qu'il y avait des urgences à traiter d'abord, comme la question qu'est-ce qui arrive avec les cours qui étaient rendus donc à mi-session comme tout le monde, qu'est-ce qu'on fait des étudiants qui sont en stage ou qui s'en vont en stage, qu'est-ce qu'on fait donc de l'évaluation des cours actuellement, puis ultimement, bon, qu'est-ce qu'on prend comme décision pour les cours à distance. Donc, il y a différentes choses qui ont été faites et donc, il y a des décisions qui ont été prises au niveau du central, mais il y a une grande décentralisation chez nous. Alors, chaque faculté est assez autonome. Et donc, évidemment, ça donne lieu à des cas de figure très, très diversifiés. Alors, je ne pourrais pas ici vous rendre compte clairement de ce qui se passe partout, mais j'ai eu différents sons de cloche qui me permettent de comprendre que le niveau de soutien, disons, technologique, voire pédagogique, est variable. Par contre, le service de soutien à la formation a mis en place, disons que ça a accéléré le processus. Il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été développées en termes de ressources, mais ça a permis de donner, je dirais, un petit élan supplémentaire pour sortir, si on veut, des ressources, disons, mises à jour, peut-être plus actuelles aussi, qui reflétaient davantage les besoins des enseignants tels qu'on les avait vus dans les derniers mois, dernières années, parce que la formation à distance était quand même connaissait un certain essor à l'Université de Sherbrooke. Pour ma part, j'enseigne en contexte de formation à distance depuis 10 ans. Donc, ce n'était pas pour nous dans le programme une nouveauté. Donc, on n'a pas été touchés de la même façon. Puis en même temps, on enseigne au niveau dans mon cas, j'enseigne au niveau du 3e cycle à des professeurs d'université. C'est un programme de pédagogie d'enseignement supérieur. Et donc, on a des petits groupes. Donc, ça n'a pas changé grand-chose pour nous, sauf le fait que les gens étaient tous confrontés eux-mêmes à enseigner, à devoir passer en ligne. Donc, c'était plutôt la gestion de cette nouvelle réalité-là pour tout le monde qui constituait un défi ou un enjeu, en tout cas pour ce qui me concernait là, avec mes propres étudiants. Donc, je propose peut-être de vous partager brièvement les ressources qui sont mises à la disposition là, de la communauté chez nous. Puis je vais vous expliquer un petit peu plus ce qui a été fait donc par la suite pour soutenir. Alors, je pense que vous voyez bien. C'est bien le cas, Geneviève? Donc, tu es la seule que je vois, merci. Je te vois un petit coin, super. Donc, ça, c'est le site de l'Université de Sherbrooke. Je mettrai le lien là, dans le clavardage tout à l'heure. Donc, en contexte de la COVID-19, il y a une page web qui a été créée pour regrouper en fait toutes les ressources, proposer donc des solutions de rechange à l'enseignement présentiel pour ceux qui n'étaient pas déjà en mode hybride. Tout ce qui touche aussi les modalités d'évaluation à distance. Donc, Aline a soulevé aussi ce point-là tout à l'heure. Donc, ça soulève bon nombre de questions. Le soutien technopédagogique, qui est donc très différent des séances d'accompagnement dans lesquelles on va retrouver justement des webinaires qui sont mis en place rapidement, donc qui avaient lieu pratiquement tous les jours. Donc, pour former à l'utilisation d'outils technologiques ou des ateliers aussi que nous, on a offert à l'intérieur de l'incubateur, qui était plus un atelier, une séance créative qu'on fait en présentiel normalement dans l'incubateur, mais qu'on a traduite sous forme en ligne pour permettre donc aux gens de partager leurs pratiques, leurs questionnements aussi, puis de trouver des solutions en fonction de leur propre réalité. Donc, ce ne sont pas des ateliers où on s'approprie les outils comme tels, mais ça a permis à certaines personnes d'expérimenter des outils en ligne pour voir aussi qu'est-ce qui était possible de faire pour eux-mêmes dans leur contexte d'enseignement. Donc, différentes ressources qui sont disponibles, des guides qui ont été créés, des tableaux de bonnes pratiques, si on veut, liés à l'évaluation, liés à des stratégies à utiliser aussi en ligne avec les étudiants. Puis, on a aussi, donc, vous voyez, il y a toutes sortes de sections ici d'onglets. Il y a une section aussi qui a été faite spécifiquement pour les étudiants. Donc, différentes questions que les étudiants se posaient par rapport à l'évaluation et comment donc conclure la session pour la session d'hiver. Et il y a une section aussi pour la gestion du stress plus spécifiquement. Donc, là aussi, il y a des consultations à distance qui sont mises en place pour les étudiants. Donc, il y a toutes sortes de ressources financières également. Il y a même une campagne de financement qui a été faite pour les étudiants pour les soutenir financièrement.
Donc ça, c'est les ressources, si on veut. Tout se passe beaucoup au niveau du web, évidemment, pour tout le monde. Sinon, pour ce qui est des activités, comme je vous disais, d'accompagnement, donc il y a un guide qui a été développé. C'est celui-ci qui a connu, en fait, plus grande mise à jour, si on veut. Donc, qui a été produit qui propose en fait un passage en ligne en 3 étapes. Donc, planifier sa formation, choisir les bons outils, puis repenser les modalités d'évaluation. Donc, on le ramène en premier, au lieu de le mettre en fin de réflexion dès le départ, on amène la question de l'évaluation des apprentissages. Puis les outils qu'on utilise chez nous, c'est un peu comme Aline en parlait plus tôt, c'est-à-dire que nous, on utilise à la fois Adobe Connect pour les séances synchrones, mais le Teams aussi a été adopté pour ceux qui sont passés rapidement en ligne là, à la session d'hiver. Donc, c'était la stratégie qui était proposée par l'université au départ, mais normalement, Adobe Connect chez nous est intégré directement à Moodle, qui est la plateforme actuellement qui est privilégiée en fait depuis plusieurs années. Là. Donc, où il y a une meilleure intégration des outils, si on veut, mais de plus en plus, la communauté universitaire s'approprie toute la suite Office et Teams. Donc, de plus en plus, des activités qui se déroulent là. Sinon, je dirais que dans les séances d'accompagnement qui ont eu lieu, je peux arrêter le partage, c'est peut-être moins pertinent ici. Voilà, dans peut-être les activités de créativité dont je vous parlais, qui s'intitulent I2P votre cours, donc c'est une façon de pimper votre cours, si on veut. Donc, c'est des séances de réflexion individuelle et collective où on amène à réfléchir au contexte, à son contexte personnel de formation. Puis dans les questionnements qui ressortent le plus, c'est souvent lié à la réorganisation du cours. Donc, le fait de passer en ligne, qu'est-ce que ça signifie en fait? Comment je vais faire mon cours autrement? Est-ce que si je donnais un cours de 45 heures, est-ce que ça se transpose en 45 heures en ligne? Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de temps présentiel en ligne avec les étudiants? Comment je vais organiser ces séances-là? Qu'est-ce que je vais faire avec les étudiants? Donc, ça amène beaucoup aussi les enseignants à me poser la question, comment je peux préparer des exposés en mode asynchrone, qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour mes étudiants, comment les engager dans les séances en ligne. Et évidemment, donc, une des limites de Teams, dans notre cas en tout cas, c'est le fait que les étudiants, on ne peut pas c'est compliqué de les envoyer travailler en petite équipe, alors que dans Adobe Connect, c'est assez facile de gérer les équipes, de ramener tout le monde en grand groupe également. Donc, de faire des séances interactives, le choix de l'outil aussi est à considérer. Donc, ça, c'est des questions qui se posaient beaucoup chez nous parce que les groupes sont relativement petits. Là. Je dirais qu'au-delà de 50, là, c'est assez rare. Donc, à l'Université de Sherbrooke, c'est quand même un des avantages, je dirais, qu'on a. Là. Les groupes sont assez petits généralement. Donc, c'est déjà assez interactif, assez engageant là, dans les cours en salle de classe normalement. Donc, c'est quelque chose qu'on veut aussi donc, réintroduire dans la formation en ligne, évidemment. Les questions qui se posent, je dirais, c'est donc pour les enseignants, c'est essentiellement quelle stratégie utiliser pour engager les étudiants pendant les séances synchrones, mais à l'extérieur d'eux aussi, considérant le fait qu'il y a toute la difficulté pour les étudiants aussi de se brancher. Donc, ça aussi, ça questionne beaucoup de gens, ça inquiète beaucoup d'étudiants aussi. Donc, certains sont davantage concernés par les difficultés des étudiants. Moi, je me questionne plus sur la suite des choses, parce que pour cet été, disons que c'est clair que tous les cours sont offerts en ligne. Il n'y a pas eu nécessairement plus de cours, il n'y en a pas eu moins. Ce qui devait être offert est offert, mais en ligne. Pour la session d'automne, on ne sait pas encore quelle sera la directive encore à venir, bien qu'on s'attend à ce que ça se poursuive un peu de cette manière-là. Mais la question qui se pose, en fait, et que j'entends des conseillers pédagogiques, c'est est-ce qu'on peut avoir un état des lieux, en fait? Combien d'enseignants sont concernés pour la session d'été déjà? Parce qu'on sait que ce n'est pas le même nombre de cours qui est offert. Donc, qui sont ces enseignants-là? Comment on peut les rejoindre peut-être plus facilement? Puisque les conseillers pédagogiques, pour la plupart, sont au central, donc ne sont pas dans les facultés. Donc, en étant en ligne, l'accès aux personnes est un petit peu plus compliqué. Donc, ça fait plus d'intermédiaires, c'est moins direct, ça devient... Donc, cette gestion-là de la communication, j'ai l'impression que ça devient, je ne sais pas pour vous, mais nous, j'ai l'impression que c'est un peu un enjeu. C'est un petit peu plus difficile d'avoir accès à l'information plus rapidement. Il faut passer par les instances et en fait, je dirais que tous ceux qui occupent des postes de dirigeants, de leaders, sont pris dans
dans des réunions, à devoir prendre des décisions qui vont avoir un impact sur les autres en dessous, mais il reste que ça... C'est comme, il y a quelque chose qui ne percole pas. Là. J'ai l'impression qu'on a perdu, alors chez nous, c'est assez collégial, mais là, j'ai l'impression qu'on revient un peu dans un système un petit peu plus hiérarchique. Donc, ça, je trouve que c'est un petit peu plus difficile. C'est le constat que je peux faire. Donc, la question c'est quoi l'état des lieux? Est-ce qu'on est capable d'anticiper quels vont être les besoins des enseignants pour l'automne? Donc, ça, pour moi, ça serait intéressant de le savoir. Pour les conseillers pédagogiques aussi, pour mieux se préparer, mieux répondre à cette demande-là et moins être en mode réactif. Il y en a qui ont essayé d'être proactifs, mais en même temps, ça n'a pas toujours été reçu de la bonne manière du fait de certains manques de communication aussi à certains moments. Mais on a différents moyens pour y arriver. On a une communauté de pratique qui a été mise sur pied il y a 2 ans puis qui continue de s'élargir. Puis on l'avait intégré déjà à Teams depuis 1 an. Donc, la communauté continue de s'élargir à travers le Teams, ce qui fait que c'est très pertinent aussi. Donc, les gens peuvent échanger plus spontanément, bien qu'à travers les webinaires ou les séances, les ateliers qui ont lieu en ligne, il y a toujours possibilité de continuer les échanges, mais disons qu'on essaie de les ramener dans la communauté, ce qui fait que ça facilite aussi le partage des ressources. Et aussi, on a un bulletin qui est publié 4 fois par année par le Centre de pédagogie chez nous, donc le service de soutien à la formation. Puis, il y a différents sujets qui sont abordés. Donc, je me disais, peut-être que c'est là aussi qu'on pourrait davantage partager les pratiques, justement, de formation à distance qui ont été expérimentées par ceux qui ont de l'expérience, puis par ceux qui n'en avaient pas, mais qui ont dû rapidement se mettre à la tâche là, ce printemps et pour cet été. Puis, ce qu'on voit, en fait, c'est ceux qui vont enseigner à l'automne, qui n'enseignent pas cet été, mais qui déjà se préparent. Donc, il y a ça aussi. Donc, c'est sûr que les autres ont un peu plus le temps d'y penser. Ça enlève un peu un stress. Donc, il y en a qui sont proactifs déjà, qui commencent à envisager des nouvelles solutions et même anticiper que leur cours, éventuellement, va devenir en mode davantage hybride, voire peut-être complètement en ligne. Donc, ça commence à changer un petit peu les conceptions là, pour certaines personnes. Et donc, ça ouvre des portes qui jusqu'ici, certains n'avaient pas tenté d'ouvrir. Mais là, étant confrontés, ça force un petit peu les choses. Donc, il y a du positif aussi, c'est pas juste du négatif. On voit que les choses bougent, puis les gens se questionnent, puis en même temps, ils échangent beaucoup. C'est ce qu'on constate. Les gens répondent à l'offre de formation, à l'offre de partage. Puis ça, je pense que c'est très, très positif. Peut-être parce qu'on est au printemps aussi. Comme tout le monde, les colloques étant absents de nos calendriers, ça offre aussi peut-être un petit peu plus de liberté dans les calendriers là, de travail. Alors voilà pour les... je vais m'arrêter ici si on veut continuer d'échanger. Bien, d'accord. Merci bien, Marie-Lou. Ça fait un beau survol des efforts, mais aussi des questions importantes qui commencent à se poser pour l'automne. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions provenant des personnes, enfin, des auditeurs, si on veut. Donc, je peux peut-être attendre et voir si quelqu'un voudrait prendre la parole ou écrire une question dans le clavardage, dans la zone de clavardage, si c'est préférable, comme vous le voulez. Je vois qu'il y a un message de la part de Denise, notre présidente, qui fait simplement le commentaire que les ressources qui ont été partagées jusqu'à maintenant seront ajoutées à keepteaching.ca. Et puis, j'encouragerais les membres de l'auditoire aussi, si vous en avez de votre propre institution particulièrement, mais pas nécessairement si elles sont en français, ce serait bien aussi de les faire parvenir à l'équipe peut-être que quelqu'un parmi nous pourrait mettre dans la zone de clavardage l'adresse courriel ou bien, enfin, il y a deux façons de le faire. Soit vous pouvez envoyer un message après le webinaire à l'adresse qu'on va vous mettre dans la zone de clavardage pour nous faire part des ressources que vous aimeriez partager. Ou bien encore mettre directement l'adresse web dans la zone de clavardage. Et encore mieux, de nous en faire part de vive voix si vous le voulez bien. J'aurais une question, Geneviève, pour Aline. Oui. Aline, tu as parlé j'aimerais ça t'entendre plus, tu as parlé des groupes d'études, tu as parlé du système de mentorat aussi qui existe dans les facultés. Peux-tu nous en dire plus sur comment ça se passe, en fait? C'est quoi les modalités qui sont utilisées, celles que tu connais, en tout cas?
Alors, pour les groupes d'études, ce sont des groupes d'études qu'on avait en général en présentiel, c'est-à-dire selon certains programmes, tu as des étudiants qui décident de se mettre ensemble et qui peuvent être soutenus par un mentor ou non. Et donc là, avec Adobe Connect, mais aussi avec Teams, on a été capable donc de mettre en place, de continuer en fin de compte à avoir ces groupes d'études pour certains programmes où les étudiants se réunissent. La semaine dernière, il y avait à peu près une quarantaine d'étudiants qui se sont réunis dans différents groupes d'études. Donc, ça, c'est quelque chose qui, à la limite, n'est pas trop difficile à mettre sur place. Il faut simplement qu'on organise un peu les étudiants en leur disant, ben voilà, il y a tel outil ou dans tel team de Teams, ok, vous pouvez aller, etc., etc. Ce qu'on va essayer de faire aussi, parce qu'on a aussi évidemment toujours nos étudiants internationaux, qu'ils soient sur le campus ou alors des étudiants internationaux qui sont repartis dans leur pays, que l'on puisse, alors ça c'est pour cet été et puis aussi on espère en septembre, organiser toujours des groupes d'études mais locaux internationaux. Avec nos collaborateurs à l'international et qu'on ait ces groupes d'études. Pour le système de mentorat, depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années, pour chaque faculté, il y a des groupes de mentors dans les facultés et qui sont localisés dans la faculté, mais toute la formation des mentors se fait centralement avec notre service de soutien scolaire, justement, qui forme les mentors. Et là, l'idée, c'était, OK, comment continuer à avoir ces mentors maintenant qu'on est tous à distance? Donc là aussi, c'est une question en partenariat avec les facultés. C'était la question de comment leur donner un espace virtuel, soit dans Teams, soit dans Adobe Connect, soit dans d'autres outils. Là, on a abandonné Zoom, mais il y en avait beaucoup qui se faisaient sur Zoom. Comment donner un lieu et identifier un lieu virtuel pour que les étudiants puissent toujours avoir accès quand même à leur mentor. Donc, en fin de compte, c'est simplement repenser l'organisation de groupes déjà existantes, ok, et comment les repenser pour que les étudiants sachent que c'est là, c'est à cet endroit virtuel que je peux aller. Et ces mentors, donc, ce sont des étudiants aussi qui sont formés par le service de soutien scolaire, c'est ça? Les mentors sont des étudiants et ils sont formés, donc on a toute une formation qui a été établie il y a déjà pas mal d'années, de belle qualité. Ils sont formés, oui, par ce service de soutien scolaire et le service de soutien scolaire peut continuer à les ressourcer, c'est une sorte de modèle distribué, en fin de compte, dans les facultés. Oui. Merci, Hélène. Très intéressant. Moi, j'aurais une question pour toi, Marie-Lou. Oui. Quand j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on essayait de mettre en place pas un programme, mais en fait un système de mentorat pour et par les pairs. Et puis, il y a une des choses qu'on a faites, c'est de créer un site sur Teams qui est accessible à tout le monde. Parce que dans Teams, soit on est invité, soit si on a le lien, on peut se joindre au... Pour le moment, on n'arrive pas vraiment, on n'a pas de moyen de communication efficace, premièrement. Et puis, on n'arrive pas vraiment à convaincre grand monde que c'est peut-être une bonne idée de former cette communauté-là. On avait au départ une communauté de pratique qui existait déjà pour le e-learning et eux continuent à être actifs. Mais pour aller chercher d'autres membres puis les faire participer activement, on n'y arrive pas. Je dirais que, nous, c'est assez particulier parce qu'en fait, cette communauté de pratique-là, elle a été mise sur pied dans le cadre des activités de l'incubateur d'innovation pédagogique, qui, lui, a été mis sur pied il y a 2 ans pour le campus de Longueuil. Donc, c'est un campus satellite du campus principal. Donc, déjà, les gens on travaillait déjà beaucoup à distance, beaucoup, donc, de manière isolée. Donc, le fait de créer cet incubateur, c'était de créer un espace, un lieu physique de rassemblement dédié à l'enseignement et à l'apprentissage. Et donc, ça a généré beaucoup d'intérêt. Et donc, la communauté, les gens qui étaient présents ont poursuivi dans cette communauté virtuelle-là, mais qu'on avait déjà donc créée là, dans la dernière année, dans laquelle on allait mettre des ressources suite aux rencontres de la communauté de pratique. Et là, on constate que finalement, les gens continuent à l'utiliser. C'est pas tant... il alimente de ressources, il partage, mais
Puis on n'en a pas fait, effectivement, on n'a pas planifié une animation parce que c'était un peu ce qui se passe entre les rencontres de communautés de pratique qui, elles, avaient lieu tous les mois. Donc, on avait notre liste de diffusion qui était essentiellement ceux qui sont dédiés au campus de Longueuil. Là, donc, professeur et chargé de cours officiellement associés au campus. Et donc, c'est à travers ces listes-là que, quand nous, on fait des annonces, rapidement, les gens répondent. À travers le système de l'université qui, lui, rejoint tout le monde, je pense qu'on en reçoit tellement que ça doit certainement se perdre quelque part parce que moi-même, il y a des choses que je ne reçois pas, mais que je suis au fait que ça existe. Donc, à un moment donné, il y en a peut-être juste trop. Ça arrive de différents paliers, puis on ne sait plus où regarder. Alors que nous, au campus de Longueuil, j'ai l'impression qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait sur les mêmes listes, qu'il y en a un peu moins. Puis quand les gens reçoivent, ou c'est la façon dont c'est envoyé aussi. Actuellement, comme les courriels institutionnels, il y a tellement d'informations sur tout ça, de sujets, qu'on ne s'y retrouve plus tellement. Alors que nous, quand on envoie quelque chose, c'est très ciblé. On essaie de faire ça de façon très courte et succincte. Puis il y a souvent un événement rattaché à soit la communauté, la rencontre. On a transféré, en fait, les rencontres de communauté de pratique en webinaire. Donc, on l'a testé en ligne. Donc, c'est soit associé à ça, soit pour informer d'un atelier à venir de design pédagogique. Là. Donc, depuis votre cours qu'on a transposé aussi en ligne. Donc, il y a une annonce, il y a quelque chose qui est fait. Puis ça amène toujours donc mais on ne s'est pas fait un plan de communication clair par rapport à ça. Il va falloir aussi revoir nos propres pratiques là, parce qu'on est en train de changer justement les façons de faire. Mais donc, c'est à travers nos listes à nous là, qu'on rejoint les gens. Puis ça fait des petits parce qu'en fait, on se rend compte que les gens communiquent avec d'autres personnes de leur faculté qui, eux, sont à Sherbrooke et puis qu'eux demandent à se joindre. Donc, finalement, le cercle s'élargit, mais un peu naturellement. En fonction des intérêts des gens. OK, bien, merci. Peut-être alors d'en faire l'annonce dans le webinaire dans lequel on met en vedette, entre guillemets, nos profs. Ce serait peut-être un moyen d'essayer de recruter l'intérêt des gens. Mais je dirais qu'on avait pensé au départ, là, il y avait des proposés qu'il y ait une communauté associée aux ateliers. Puis là, s'il y en a trop, peut-être trop, c'est comme pas assez non plus. Là. On veut un lieu, puis on essaie de structurer. Puis de mettre tes ressources pas trop non plus, que ce soit le plus clair, le plus simple possible pour que les gens aient envie d'y venir puis qu'ils n'aient pas l'impression quand ils viennent qu'ils ont perdu une année puis qu'ils sont complètement perdus. Donc, on essaie de rattacher, il y a comme des boucles là, qui repartent sur une thématique ou un sujet, ce qui fait que ça organise un peu mieux le... Mais ça n'a pas été réfléchi comme tel, c'est juste qu'on est allé un peu par essai-erreur, je dirais. Okay. Moi, j'ai une question, et donc je ne sais pas à qui l'adresser, mais c'est une question vraiment générale, mais par contre, l'information me sera très, très importante. Je vous parlais tout à l'heure donc de tout ce qui était outils de surveillance d'examen en ligne. On a lancé toute une recherche à l'Université d'Ottawa. Évidemment, nous, on cherche toujours des outils qui soient à la fois en français et en anglais, ce qui pose toujours un énorme problème pour trouver des outils bilingues, mais aussi un outil qui ne soit pas trop controversé par rapport à ces questions d'intelligence artificielle, etc. Parce qu'encore une fois, nos étudiants, là, refusent absolument. Et donc, je me demandais quelles étaient les solutions que vous aviez trouvées dans vos institutions, ou est-ce que vraiment cette question d'examen avec une surveillance en ligne ne se pose absolument pas dans vos institutions? Ben, pour le moment, la question se pose, évidemment, mais les solutions, je pense qu'il y a certains décideurs à l'université qui sont en train de regarder différentes options. Donc, moi, je ne suis pas au courant de ce qui se discute. Mais comme tu le disais tout à l'heure, notre stratégie principale, c'est d'essayer de décourager ces pratiques pour le moment. Parce que, entre autres, nos étudiants, il y a un étudiant de York, ils sont en général assez militants, nos étudiants, et puis il y a déjà une pétition qui circule pour éviter les privacy breaches et tout ça qui sont liés à la tenue d'examens surveillés, avec surveillance. Donc, tout simplement pour compatir avec toi que on n'a pas de solution, seulement un gros problème, et puis qu'on essaie de voir quelles sont les plateformes qui existent pour les cas où c'est vraiment essentiel, comme par exemple en droit, où l'examen vaut pratiquement 100%
des notes du cours. Là. Bon, on n'ira pas débattre de l'approche ici, mais bon, c'est comme ça en droit, entre autres. Donc, il y a certains cours, certains domaines où ça continue d'être un besoin et puis on ne sait pas trop quoi en faire. Désolée. Merci, Marie-Lou. Merci. Oui, moi, j'ai pas plus de réponses non plus. C'est très variable, effectivement. Puis nous aussi, on essaie de décourager, de ramener toujours aux objectifs d'apprentissage, puis comment savoir que ça se rapporte à l'expérience de l'étudiant, comment lui-même comment on peut voir qu'il y a effectivement une intégration des acquis en lien avec l'expérience ou le projet de formation. Là. Donc, c'est toujours un peu... mais il y en a pour qui ça résonne, puis il y en a pour qui ça ne résonne pas du tout, parce qu'effectivement, dans la discipline, ça fait partie de la culture. Donc, je pense que peut-être qu'avec compte tenu qu'on utilise Moodle depuis plusieurs années, que les outils sont quand même connus là, du devoir, du test, ceux qui les utilisaient déjà, ça ne se questionne pas. Puis pour les nouveaux, ben, c'est l'option qui leur est proposée, mais comme c'est dans un environnement assez contrôlé, je pense que c'est très, très variable. C'est pratiquement du cas par cas. Je n'ai pas entendu de décision facultaire à ce niveau-là. Là. Merci. On compatit. Alors, c'est presque 2 heures. Ça allait assez vite. Alors, je veux dire merci beaucoup à tout le monde, à Marie-Lou, Geneviève et Aline et tout le monde qui sont là derrière la caméra. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des derniers mots qu'on veut dire? Moi, je voudrais remercier Aline et Marie-Lou d'avoir accepté notre invitation de la part de la SAPES pour co-offrir ce webinaire en français. Comme Denise l'a mentionné tout à l'heure, la séance est enregistrée et pourra être visionnée par nos membres et par la communauté en entier bientôt, à n'importe quel moment. Donc, j'espère que ça sera une ressource que nos collègues francophones trouveront utile et qui nous permettra peut-être de commencer à échanger, de continuer en tout cas à échanger un peu plus régulièrement. Merci et merci à toi. C'est magnifique. Merci pour cette initiative du Keep Teaching. J'ai trouvé ça très intéressant. Je l'ai rapidement partagé au sein de mon institution là, au tout début de la crise, puis en leur disant que c'est un bel exemple à suivre. Donc, ils ont voulu faire leur propre chose, mais c'est correct. Je pense que c'est intéressant là, de voir que vous êtes proactifs de ce côté-là. Donc, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tous, oui. Et j'espère que, donc, comme ça va être sur le site web de la SAPES, de la STLHU, certaines des questions, enfin, les questions là qui ont été posées, j'espère qu'elles vont pouvoir générer d'autres questions et d'autres réponses sur le site web pour qu'on puisse, encore une fois, continuer à partager un petit peu ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a... j'ai pas regardé au niveau des webinaires enregistrés que vous avez mis, mais est-ce que pour chacun des webinaires, est-ce qu'il y a une sorte de chat ou de forum qui continue dans les questions? C'est possible de l'envoyer à Carolyn Hostler, des ressources et des questions. Et aussi, nous les postons sur le listserv. OK. Et puis, quand les gens donnent les ressources, on les remet sur le Keep Teaching website. OK. Great. Merci. Merci beaucoup. C'est très bien. Bye bye tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.